Alors que pensez-vous aujourd'hui de la situation actuelle, la situation politique actuelle? Dès mon retour au Togo en 1991, moi j'étais venu pour dire, expliquer aux camarades que ce n'est que par les armes que nous enlèverions Eyadema et son groupe. Déjà depuis Paris, connaissant cela, connaissant l'armée, et sachant qu'il n'y avait pas un seul militaire ou un seul soldat dans cette armée, autrement Eyadema ne recruterait pas des mercenaires du Zaïre, du Tchad, du Nigeria, que Obasanjo lui fournissait, je connais bien sûr les gens. J'avais dit maintenant que ce n'est seulement que par les armes. Mais quand j'ai soulevé la question en juillet 1991, Olympio s'était opposé et a très vite fait des propagandes. D'ailleurs, Olympio, par exemple, en 1982, quand, après avoir échoué avec lui dans le MTD, Mouvement Togolais pour la démocratie, et que je me suis mis un peu à part pour écrire cet ouvrage, Le Togo du sergent général, et je dis toujours, je continuerai à le dire, que c'est ce livre qui a tué Eyadema. C'est ce livre qui a ouvert les yeux de beaucoup de gens. Et quand je le faisais, qu'est-ce que c'est qu'il a fait? Il a très vite réuni certains de nos frères qui étaient à Paris, qui ne travaillaient pas, qui sont de hauts cadres universitaires, mais qui ne travaillaient pas pour monter un mouvement contre moi. Ils avaient un journal dont le titre était Ablaudé, et dans la seconde version, dans le second numéro de ce journal, de ce mensuel, qu'est-ce qui était publié? Que moi, ce livre, Le Togo du sergent général, il n'était qu'un conte pour adolescents, que cela était plein de mensonges. Et c'est qu'il Christ qu'il a publié. Alors, ce que je crois aujourd'hui, c'est que ce n'est que par les armes que nous changerions les choses ici. Et dans ce même livre, Le Togo du sergent général, je crois en avoir déjà parlé depuis 1983 que je l'avais publié, que le moment venu, nous distribuerions des armes à tous les citoyens. Que peut-être nous entretuerions, nous, avec ces armes, mais que j'étais convaincu que personne ne mourrait, car nous sommes un peuple épris de paix. Quand nous aurions les moyens, on pourra faire un changement, sans qu'il n'y ait de sang qui soit coulé. Quand même, j'étais rentré ici le samedi 4 janvier 2008, c'est-à-dire tout dernièrement, quand je suis rentré pour la troisième fois, 2008, j'avais fait une conférence de presse le samedi 23 mars 2008, où je demandais, je savais très bien que quand Bonnet fait une conférence de presse, toute la presse y serait, c'est-à-dire même les gens du gouvernement, qui ne sont pas des journalistes, mais qui ont faim, qui sont là. C'est des gens affamés, ils sont là seulement pour l'argent, que les subsides qu'on leur donne. C'est qu'ils viendraient, mais j'ai demandé à ce que nous cotisions tous de l'argent, ne fût-ce que 100 francs par personne pour acheter des armes. Et quand quelqu'un a voulu en parler, j'ai dit non, mais les armes, que ce n'était pas une arme de destruction, mais plutôt une arme c'était une arme de dissuasion, voilà le mot que je cherche. C'est une arme de dissuasion. Quand nos amis du RPT, ce n'est même pas des gens du RPT, les gens, à peu près une douzaine au maximum, qui sont autour de ce jeune garçon, de ce jeune homme, sauraient que l'opposition était armée, ils ne feraient pas ce qu'ils font avec nous. Si ces gens arrivent à apprendre que l'opposition a suffisamment d'armes, on aurait déjà libéré nos frères qui ont été arrêtés et emprisonnés injustement. Alors, avec cette logique, est-ce que vous ne craignez pas que le Togo devienne la Syrie? Rien du tout. Je suis désolé, non, rien ne se passerait. Rien. Je vais vous raconter une histoire banale, vous me diriez. Le mercredi 22 novembre 1991, juste après la fin de la conférence, ils étaient venus chez moi pour me tuer, avec 6 camions de gendarmes qui étaient armés jusqu'aux dents. J'étais dehors, j'avais mes gens qui étaient couchés sur le toit de ma maison, qui avaient à l'époque des armes.
Parce que nous étions dans une jungle, et je connaissais cette jungle-là. Je savais que sans les armes, nous ne pourrions rien. Et qui étaient là, ils étaient prêts à tirer. Quand un de mes gardes du corps, qui était aussi couché avec les autres sur le toit, avait pris un certain coup de folie, s'était levé. Avec son arme en l'air, il y a un qui a crié « Mon capitaine, ils sont armés !» Et ce fut la débandade. Ils avaient même tué deux de leurs propres hommes ce jour-là parce que les voitures... Alors, c'est pas... Non, nous ne tuerions personne. Nous ne tuerions personne, ne serait pas. Le Togo est très, très différent des autres pays. Alors, M. Bonnet, dites-nous, que pensez-vous aujourd'hui de la lutte que mène l'ANC, le FRAC, le CST? Que pensez-vous du CST? Je ne la comprends pas encore, pour dire la vérité. Je ne sais pas comment ils peuvent mener cette lutte sans armes. Et comme je le dis, ce n'est qu'avec les armes seules qu'ils le peuvent. Parce que ceux qui entourent ce jeune homme, le fils de Yadema, ne voudraient jamais laisser le pouvoir sans y être contraint, sans y être forcé. Alors, l'ANC n'a rien de cela pour le moment. Le CST également n'a pas. Et je crains vraiment beaucoup pour le pays. Et nous n'allons pas continuer comme ça. Moi, je préfère plutôt mourir. Et les gens sont nombreux qui veulent mourir. Je vais vous raconter une autre histoire pour vous dire l'état d'âme, l'état d'esprit de notre population, surtout de notre jeunesse. Deux choses. Premièrement, quand j'étais rentré de France en 85, au Ghana, j'étais arrivé sur la frontière, c'est-à-dire à Deno. Certains ont appris que j'étais là et ils étaient venus, ils étaient à peu près 600 à descendre de Lomé sur moi là-bas. Je savais que parmi les 600, il y a certainement une centaine ou une centaine et demie qui étaient venus pour le compte des Yadema. Je leur ai dit, écoutez, je sais qu'il y a certains parmi vous qui étaient venus ici comme espions. Mais ce que je pourrais vous dire est que Yadema sait que je suis revenu, que je suis ici. Il sait très bien que j'irai l'attaquer un matin ou une nuit. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne sait pas quand est-ce que je le ferai. Mais vous-même, vous êtes ici. Le jour de l'attaque, vous n'en sauriez rien du tout. Vous allez être couché, nous allons vous réveiller en plein minuit, à 11h de la nuit ou à 1h du matin. Allons-y. Mais que sachez également que parmi les 600 que vous êtes, il se trouve au moins une vingtaine ici qui sont prêts à mourir pour moi. Et que cette vingtaine serait disposée que si quelqu'un voudrait reculer, on l'abattrait. Je leur ai dit, il avait compris. Ces gens, qu'est-ce qu'ils avaient dit quand ils étaient venus me voir? Je ne les connaissais pas, je ne connaissais que quelques, peut-être une vingtaine parmi eux, avant de partir en Europe. Ils m'ont dit, écoutez, M. Bonnet, tant qu'à mourir, qu'ils étaient là, qu'ils mouraient de faim, qu'ils mouraient d'indignité, mais tant qu'à mourir de faim et d'indignité, ils préféraient mourir les armes. À la main me demandaient des armes. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est qu'en 1991, quand j'étais dans ma maison, à côté du village des enfants SOS, pas loin du palais, de la maison du RPT, les jeunes, quand ils étaient arrivés une deuxième fois avec des chars d'assaut, ils étaient venus la première fois le 22, la deuxième fois le 29 novembre. Quand ils étaient venus la deuxième fois avec des chars d'assaut, les jeunes m'ont dit, écoutez papa, partez avec vos enfants, vous allez faire quelque chose pour le pays demain. Le temps qu'ils aient fini de nous tuer, nous autres, voilà ce qu'ils avaient dit. Le temps qu'ils aient fini de nous tuer, nous autres, vous seriez partis avec vos enfants. Moi, j'avais dit non. J'étais parti, bien sûr, mais je m'étais assuré qu'ils partent eux-mêmes. Il y a cela. Et puis, il y a aussi que ils sont, comme je le disais, nombreux à mourir, à vouloir accepter de mourir, comme aujourd'hui ils le sont. Si Jean-Pierre Fabre, qui est le leader du mouvement nationaliste, du mouvement
pour le changement aujourd'hui. Parce que je crois que dans le CST, c'est pas pour offenser qui que ce soit, il y a au moins 80% d'éléments ANC parmi eux. Bon, ces gens, si Jean-Pierre Fabre les autorisait, écoutez, aller foncer même les menus, ils iraient. Ils s'accapareraient du pouvoir. Je le sais, mais Jean-Pierre Fabre a toujours dit qu'il ne voulait pas marcher dans le sang pour aller au pouvoir. Il ne voulait pas ressembler, il ne voulait pas se comparer à cet autre jeune qui avait accepté bien de rouler, de marcher dans le sang pour aller au pouvoir. Pouvoir qu'ils n'ont pas, parce qu'il ne suffit pas tout simplement d'avoir des gardes-corps autour de soi, d'avoir ce que pour dire que l'on a le pouvoir. C'est quand vous n'avez pas de considération, et il n'a aucune considération dans le pays aujourd'hui, ni en dehors du pays. Vous parlez de qui? Monsieur Faure? Comment il s'appelle? Faure, Ignace. Ah bon, je ne connais pas son nom. C'est lui, peut-être celui, oui. Alors, Monsieur Bonnet, dites-nous, est-ce que peut-être ne serait-ce pas par hasard le fait que l'opposition n'a pas les moyens pour s'accaparer, enfin pour reprendre les armes et contrecarrer le régime? Est-ce que ce n'est peut-être pas ça? C'est pas un problème de moyens financiers? L'opposition, je dis là, c'est le peuple. Moi, je n'ai jamais parlé d'opposition, j'ai toujours parlé de peuple. Parce que dans cela, 95% du peuple togolais cherche le changement. 95% du peuple togolais voudrait bien volontiers se battre contre ceux qui usurpent le pouvoir. Je crois qu'ils peuvent très aisément trouver les armes s'ils en veulent. Même nous pourrons par exemple en prendre sur les militaires aujourd'hui si nous le voulons. S'ils veulent avoir des armes, par exemple Guy Chris Olympio était un grand ami du capitaine Kodio Chikata, qui était un conseiller militaire du Vénézuélien, Hugo Chavez. Hugo Chavez. On pouvait avoir des armes très sophistiquées chez eux, mais il n'a jamais voulu. Et nous pourrons toujours en avoir. Alors, selon vous, si jamais cette situation s'empirait, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Moi, j'ai au moins formé à peu près 300 éléments en 85, bien formés, de vrais militaires, de vrais commandos qui lanceraient l'attaque et changeraient les choses. Ils sont toujours là? Ils sont toujours là. Il y a certains qui sont au Canada, mais qui vont revenir. Donc, ce qui veut dire que vous promettez quelque chose pour le Togo? Je m'y étais mis dès 1979, quand je vais accepter d'aller à la présidence. Je disais, ou j'avais plutôt dit, que nous étions tout simplement que 7 interprètes internationaux en Afrique. Nous avions des conférences toutes les semaines. Mais j'ai fait ce sacrifice-là, j'ai laissé cela pour aller voir ce qui se passait à la présidence, ce qui se passait au semblant de gouvernement que nous avions. Moi, je ne crois pas que ce fût un gouvernement. Alors, un dernier mot à l'endroit du peuple togolais et à l'endroit de M. Faure et Sosina Nyansingbe. Si j'ai plutôt quelque chose pour le peuple togolais. Mais pour tous les autres, je leur demande de prendre courage, d'accepter la vérité, d'accepter la réalité et d'abandonner le pouvoir. Le peuple togolais est très magnanime. Il peut comprendre, oui, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous présentons nos excuses, nous en excusons, et je crois que personne n'aura de votre tête. Mais pour ce qui concerne le peuple, je crois qu'il faut qu'il conserve son courage. Et je sais qu'il a toujours ce courage parce que quand je vais aux réunions, à la marche de l'ANC, à la marche du FRAC, je souffre énormément d'un nerf sciatique, d'une crise sciatique, mais je vais tous les samedis à ces marches. À moins que je sois en dehors du pays, à moins que je parte pour une conférence, mais j'y vais, je reste sous le soleil. Quand je vois les gens aller sous le soleil, rester sous le soleil, que je suis très enthousiasmé. Et surtout également, je m'étais absent pendant 8 mois, une fois, à cause de la maladie, j'étais allé, j'ai trouvé de jeunes enfants de 6 ans venir contribuer, cotiser pour la libération du pays. Cela m'avait fait verser des larmes.
Il y avait même un garçon de 5 ans qui était venu pour cotiser 100 francs. C'est énorme. Ça me rappelle ce que j'avais fait moi-même. J'avais donné 250 francs en 1951, qui représentait une grande fortune à l'époque. Alors, le peuple n'a qu'à conserver ce courage-là. Le peuple n'a qu'à accepter, c'est-à-dire même jusqu'au sacrifice suprême, je crois qu'il le fera, que nous n'allons pas les abandonner, nous, les leaders, nous n'allons pas les abandonner, et qu'il y a d'autres personnes, ils sont nombreux, seulement qui ne sortent pas, seulement qui ne partent pas, qui sont prêts à secourir ce pays. Merci beaucoup, M. Bonnet, pour cette première partie. C'est moi qui vous remercie. Et peut-être pour une deuxième partie, nous parlerons plus de vos bouquins, des contenus de ces bouquins. D'accord. Merci beaucoup, M. Bonnet. Je vous en prie.